Bonjour à tous. Je suis Benoît Allemagne, je suis comédien et je suis heureux de participer à cette interview pour Demain Clermont. Vous êtes né à Clermont-Ferrand. Vous pouvez nous Oui, expliquer dans quelles circonstances, quels sont vos liens aujourd'hui avec Clermont? Je sais que vous êtes venu jouer à plusieurs reprises ici. Nous expliquer tout ça et nous dire quel regard vous portez aujourd'hui sur cette ville. c'est très simple. Je suis né en 1942 pendant la guerre. Mes parents étaient repliés de Lorraine, étaient venus habiter à Riom, non loin d'Agny d'ailleurs, qui eux-mêmes venaient aussi de l'Est. Et puis les hasards de la guerre ont fait que je suis né dans une clinique à Clermont-Ferrand le 28 décembre 1942. Voilà. C'est à peu près les seules choses dont je me souvienne quand j'étais nouveau-né de Clermont-Ferrand. Je crois que mes parents ont quitté en 1944-45 Clermont pour retourner en Lorraine ou à Nancy où nous vivions, où la famille vivait et était attachée là depuis pas mal d'années. Voilà. Malheureusement, depuis, je ne connais de Clermont que les quelques haltes que je fis en tournée, notamment avec Michel Lève, avec Ouais. les Galactars Saint-Yves, mais ça remonte il y a énormément d'années, hein, ça remonte à il y a plus de 20 ans, 30 ans. J'ai eu l'occasion de venir à Clermont il y a 3 ans pour l'inauguration d'une librairie magnifique où les enfants viennent découvrir une littérature qui est à la fois multiculturelle. C'est une très très jolie aventure. Autrement, j'ai malheureusement pas beaucoup d'autres choses à dire sur Clermont, si ce n'est que c'est une ville fort jolie, un peu noire, du fait de la couleur des volcans. Mais voilà, je suis désolé. J'aimerais bien la connaître plus profondément. On ne manquera pas de vous inviter C'est à la gentil. première occasion. Euh, Oui. Comment êtes-vous devenu comédien? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en quelques mots? Alors, je vais vous dire, avec beaucoup d'humour, c'est une affaire tout à fait lamentable. J'étais, j'étais un abominable gamin, j'étais le dernier d'une famille de 4 enfants. Mes frères et sœurs étaient plus âgés que moi, j'étais le dernier, et nous vivions en Lorraine, à Nancy, où j'ai fait des études très difficilement, avec des mélanges de pension, de lycée, de collège, que sais-je, et je m'ennuyais énormément. Voilà. J'étais un cancre parfait, jusqu'au jour où une bonne âme, amie de la famille, a dit à ma mère: vous savez, votre fils, ça serait bien qu'il prenne des cours de théâtre, parce que ça lui ferait du bien, il s'exprimerait, Et ma mère a pris contact avec une compagnie théâtrale qui existait à Nancy, qui était une compagnie amateur, bien Oui. évidemment, mais qui était très renommée. Et la directrice de cette compagnie, cette animatrice de cette compagnie théâtrale, était en même temps professeure de diction et d'élocution à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Ce qui fait qu'à l'âge de 16 ans et demi, j'ai commencé à travailler dans cette jeune compagnie amateur. On jouait des petits spectacles. Et pour moi, c'était le seul bonheur de la semaine, c'était de dire dimanche, on va jouer quelque part, ou samedi, on va jouer quelque part, dans les petits villages ou ailleurs, enfin bon, bref. Et c'est devenu comme ça une passion. Puis, un jour, cette directrice, cette animatrice m'a dit: mais tu sais, tu pourrais devenir comédien. Ah bon? Et j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale de Strasbourg avec une distance d'âge et j'ai été pris. Mais j'ai pas été pris pour mon talent, ça n'a rien à voir. J'ai été pris parce que peut-être qu'on avait décelé quelques possibilités. Ouais. J'avais une possibilité de faire quelque chose, quoi. Mais c'était une école très dure et magnifique qui existe toujours, puisque c'est là. Il y a 2 grandes écoles en France de théâtre, c'est le Conservatoire de Paris, bien évidemment, Ouais. et c'est l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Voilà. Et donc j'ai fait mes études là-bas pendant 3 ans, et c'était des études assez dures, parce qu'il y avait, tous les trimestres, il y avait des sessions où on présentait le travail que nous avions fait pendant les 3 mois, et là il y avait malheureusement une élimination qui se faisait. C'est-à-dire qu'on faisait comprendre aux élèves, pour leur bien d'ailleurs, que peut-être ils n'étaient pas tout à fait faits pour ce métier, etc., etc. Parce que c'est une grande responsabilité que de dire à quelqu'un: oui, tu seras comédien, tu as les moyens Bien sûr, bien d'être sûr. comédien, d'y parvenir. C'est très difficile, parce que ça engage le jeune, ou le jeune garçon, la jeune fille, dans une voie qui peut-être n'est pas celle qui lui est destinée.
voyez, Absolument. je prends les choses avec beaucoup de délicatesse parce que c'est pas une question de talent, c'est une question de projection dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir physiquement, corporellement, mentalement? Voilà. Bon, bref. Et j'ai donc fait mes 3 années de Strasbourg. On m'a envoyé après dans un centre national d'art dramatique en province. J'étais à Rennes. Et puis je suis revenu à Paris. Je me suis installé à Paris dans les années 64-65. Et pour ne plus jamais quitter la capitale. Voilà. Et donc ensuite, votre carrière a véritablement démarré. Vous avez beaucoup joué au théâtre. Ben voilà, vous savez, on était formé, l'école de Strasbourg formait essentiellement pour le théâtre. C'était une école où on apprenait énormément de choses, le mime, l'improvisation, l'escrime, les arts martiaux, la musique, la danse, le théâtre bien évidemment, et les grands auteurs. Ce qui fait qu'on avait quelques armes quand même quand on débarquait dans une ville pour essayer de faire son trou, parce qu'on avait quand même déjà une petite référence. Ça ne voulait pas dire qu'on avait un grand talent, hein. C'est pas ça du tout. Le talent, ça s'acquiert avec jouer des pièces les unes après les autres, avancer, progresser, etc. Et puis il y a le plaisir qui s'ajoute à tout ça. Donc on grandit, on avance. On avance dans un métier où on a la chance d'avoir énormément de discipline. Regardez, on dit c'est quoi un comédien? Un comédien, il peut faire du cinéma, de la télévision, du doublage, des voice-overs, c'est-à-dire des vrais commentaires. Il peut faire de la radio, il peut faire du mime, il peut faire de la comédie musicale. À partir du moment où il peut s'exprimer dans 3 ou 4 de ces disciplines, il peut vivre de son travail, de son talent. Il faut être multicarte, si je puis dire. Voilà. Et vous l'avez été, donc théâtre, télévision, cinéma. Ben oui, j'ai eu cette possibilité. Ça ne veut pas dire que j'ai brillé. Il y a des pièces que j'ai jouées qui n'étaient pas bonnes, où je n'étais pas à la hauteur, peut-être d'autres où tout se passait très bien. Vous savez, on ne sait jamais, quand on démarre une pièce, on ne connaît pas sa destinée. Hein, on part un petit peu à l'aventure. Donc voilà, puis la vie se fait comme ça. J'ai joué à peu près 40-45 pièces de théâtre, une trentaine de télévision, un petit peu de cinéma, pas beaucoup. Et puis le doublage est venu s'ajouter à mes activités, disons dans les années 75. C'est-à-dire 15 ans après avoir démarré dans le métier. Voilà. J'allais précisément y venir. Vous êtes devenu une des grandes voix du doublage en France, une autre discipline de la comédie. Donc ça s'est fait dans les années 70, vous me disiez. Et qu'est-ce qui a provoqué cette évolution, cette spécialisation? Voilà. Alors, je remonte un petit peu en arrière. Quand je suis arrivé à Paris dans les années 64-65, tout de suite on me dit, je faisais déjà de la radio, hein, à l'ORTF à l'époque. Et on m'a dit, tu sais, avec ta voix, tu devrais faire du doublage. Donc je suis allé frapper aux portes des studios de doublage. Et là, j'ai été paniqué parce que j'ai vu des aînés qui, les mains dans les poches, cigarette à la bouche, regardaient une fois la bande du texte et la séquence à doubler, et puis faisaient ça, mais comme s'ils avaient toujours fait ça toute leur vie, avec une dextérité, avec une sincérité, une facilité, que moi j'étais incapable d'imaginer. Et j'ai eu très peur et j'ai dit, cette discipline, elle n'est pas pour moi. Et je n'ai jamais plus mis les pieds dans un studio de doublage jusque dans les années 70, 72, 73, par là. Pourquoi je suis arrivé au doublage quand même? C'est qu'à l'époque, on tournait énormément pour la télévision. Il n'y avait que 2 chaînes de télé dans les années 70. Il y avait la 1 et la 2. La 3 est venue un petit peu plus tard. Et il y a eu l'afflux de beaucoup de productions françaises, c'était une volonté. Et on tournait beaucoup en extérieur. Et quand vous tournez en extérieur, eh bien, dans les séquences, il y a toujours une voiture qui klaxonne au loin, un clocher de village qui s'ébranle, un avion qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on était obligé de se synchroniser en studio après, de refaire les séquences son dans un studio. Et en me redoublant moi-même, un jour, un directeur artistique m'a dit, mais Benoît, tu fais du doublage. J'ai dit, mais non, je ne sais pas le faire. Et il me dit, mais si, regarde, tu te doubles très bien toi-même. Et c'est là où j'ai compris la technique, car il y avait une technique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le doublage et d'avoir eu accès petit à petit à des rôles de plus en plus importants.
ça a été du bonheur, du plaisir. Mais c'est un plaisir qui est partagé avec le plaisir que je peux avoir au théâtre ou au doublage ou à la radio, dans toutes les disciplines que je peux aborder, et je le dis avec certaine humilité, c'est toujours le plaisir qui l'emporte. Le plaisir de jouer. Ah oui, tout à fait. Notre vie, c'est de jouer à jouer, de jouer des drames sociaux, politiques, tout ce que vous voudrez, des grands romantiques, mais c'est de jouer quand même. Regardez les enfants sur leur tas de sable, ils s'amusent à jouer, ils n'arrêtent pas, ils se tapent dessus, ils s'embrassent, ils se créent des héros, etc. Et ils jouent, ils ne font que jouer. Voilà. Et nous, on est pareil. Alors, précisément pour le doublage, vous êtes souvent Dieu, le Père Noël, un narrateur ou un conteur. Et depuis le début des années 90, vous êtes aussi la voix française de Morgan Freeman. Oui. Voilà, on a même beaucoup de mal à dissocier maintenant l'acteur de votre voix en France. Comment ça s'est fait? Comment vous avez pu devenir sa voix référence? Comment vous travaillez son jeu? Est-ce que vous l'avez rencontré? Bon, je faisais du doublage et ça marchait bien. Et un jour, un studio m'a appelé en me disant Benoît, les Américains voudraient changer la voix de Morgan Freeman. Est-ce que tu peux venir faire des essais? J'ai dit oui. Je suis allé donc faire des essais dans un studio en grande banlieue. Et là, j'attendais. Je voyais d'autres camarades qui, eux aussi, venaient passer des essais pour Morgan Freeman. Et je me disais en moi-même, non, moi, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. Et puis, j'ai fait les essais. Et le lendemain, coup de téléphone, Benoît, les Américains t'ont choisi, c'est toi qui doubles dorénavant Morgan Freeman. Et là, c'était un cadeau, bien évidemment. Oui. Et j'ai commencé là avec le film Les Évadés, voilà. Et ça a été le premier grand film que j'ai doublé de Morgan Freeman. Oh, toi, tu me lâches un bon moment. Allez, si tu me dois déjà 5 paquets, je te rappelle. 4, 5. Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Des cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc. Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable. Oui, monsieur. Je suis un véritable catalogue par correspondance. Comment vous avez évolué, j'allais dire, avec Morgan Freeman? Alors, écoutez, à force de voir sur un très grand écran le faciès du comédien, vous voyez sa façon de respirer, vous voyez son jeu, puisqu'à chaque fois le jeu est différent en fonction du rôle qu'il interprète, du personnage qu'il interprète, eh bien on se nourrit de ce que fait le comédien que l'on double et on essaye d'apporter la même sincérité, le même rythme, la même complicité, le même sourire, la même respiration. Vous savez, quand on double un comédien, ou si on est comédienne, on double une comédienne, le problème est le même. On n'est pas là pour être meilleur qu'eux, on n'est pas là pour changer ce qu'ils ont fait, on est là à leur service, parce que le spectateur voit le visage de Morgan Freeman. Il n'est pas question de faire autre chose que ce que fait Morgan Freeman à l'image. Pour rester sur Morgan Freeman, vous avez eu la chance de le rencontrer? Non, malheureusement non. J'étais en contact indirectement avec lui. Il sait manifestement, bien sûr, qui je suis et le nombre de films que j'ai doublés. Car je me prête aussi sa voix, je prête aussi ma voix à la sienne lorsqu'il fait des documentaires. Oui. Car il fait beaucoup de documentaires. Et donc c'est un plaisir, je ne le quitte jamais, vous savez. À chaque fois qu'un téléphone, je reçois un coup de fil pour du boulot, à chaque fois on me dit « Vous prenez bien la voix de Morgan Freeman hein ?» Je dis « Oui, bien sûr, je vais la prendre, mais de toute façon c'est la mienne. » Et c'est la mienne, mais on adapte sa voix toujours en fonction du jeu de l'acteur que l'on double. Voilà. Dans une scène de tendresse, on doit jouer la tendresse. Une scène de violence, on doit jouer la violence, mais sans jamais être trop violent ou trop timide ou trop. Il faut équilibrer. Et ça, le travail que l'on fait en studio, il est un petit peu supervisé par le directeur artistique, oui, bien sûr, mais surtout par l'ingénieur du son, qui, pendant qu'il vous enregistre, lui, dans son casque, il a la voix originale, il a le son original du film. Et lui aussi nous guide en disant tu es trop fort, tu es trop loin, tu es trop près. C'est un travail d'équipe. On ne travaille pas tout seul au micro. Il y a une grande complicité qui s'établit entre les comédiens, bien sûr, mais aussi avec les techniciens. Et là,
que le métier la charge de travail des techniciens n'est pas assez, mise en valeur dans le doublage. Ce sont eux qui font la finalité du son. Un bon son, une bonne qualité de son. Voilà. Et comment vous travaillez votre voix au quotidien? Est-ce que vous l'entretenez? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, j'entretiens pas ma voix. J'ai la chance, merci papa, merci maman. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Si le théâtre a été pour beaucoup dans le travail de la voix. Parce qu'effectivement, si vous jouez dans une petite salle ou une grande salle, vous ne vous exprimez pas tout à fait de la même façon. Il y a des techniques pour ça. On peut très bien parler tout doucement sur un plateau et dans une salle immense, et on vous entendra. Tout est une question de souffle et d'articulation. La voix, c'est notre instrument. Notre corps est un instrument, et on joue avec. Voilà. Et oui, le corps et la voix au théâtre. Ah oui, absolument, absolument. Donc au cinéma, on l'applique au cinéma. C'est exactement la même chose. Et quel est votre meilleur souvenir de doublage et votre pire souvenir? Le meilleur souvenir, ça a été le meilleur souvenir, ça sera le prochain, oui. Bien sûr. Évidemment. Non, c'est le premier très grand, c'était Morgan Freeman, bien sûr. Bien qu'avant, j'ai fait dans une série, j'étais le mari d'une femme policière américaine. C'était très drôle. On a fait, je ne sais pas, pendant 2 ans, on a enregistré. C'était toujours très plaisant parce que c'était amusant à doubler. Donc j'ai eu du plaisir. Mais le plus grand, c'est quand même Morgan Freeman de toute façon. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucie. J'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. Comment on fait pour coller au plus près du personnage? Parce que j'imagine qu'on joue pas tout à fait de la même façon Morgan Freeman que le Père Noël, Dieu qu'un personnage qui est beaucoup plus sombre. Comment ça se travaille? C'est de la même façon que vous travailleriez un rôle au théâtre ou au cinéma? Je pense que... Moi, je retourne le problème. Oui. Je retourne la question. À tout jeune comédien ou comédienne qui me sollicite en me disant « Benoît, est-ce que vous pourriez m'aider et me dire comment on fait, etc. » Je leur dis d'abord « Est-ce que vous faites du théâtre ?» Alors certains me disent « Ah oui, j'aimerais bien en faire. » Alors faites du théâtre. Pourquoi? Parce qu'au théâtre, on travaille sur des personnages différents. Vous travaillez sur une pièce de Tchekhov, vous travaillez sur un classique français, un Molière ou un Racine ou un Corneille, un Marivaux, que sais-je. La façon de jouer n'est pas du tout la même. Et les personnages n'ont pas la même consistance. Or, le plus important, c'est de se nourrir des personnages que l'on joue. Vous savez, quand on joue le rôle d'un personnage contemporain, on essaie de comprendre sa psychologie, son rythme, pourquoi il se retrouve dans cette situation, quels sont les tenants, les aboutissants de ce grand puzzle, parce que c'est un puzzle, un personnage. Donc on s'enrichit en travaillant et en partant à la découverte des personnages. Et ça, c'est grâce au théâtre. Ce qui fait que tout ce qu'on a emmagasiné dans la tête, dans notre conscient ou inconscient, on le ressort automatiquement quand on se retrouve dans un studio, on voit l'image et on assiste à une scène. Et très vite, on trouve une relation identique à celle que l'on a déjà ressentie en étant au théâtre, en essayant de comprendre le personnage et en traduisant ce qui l'anime. Voilà. C'est pour ça que le théâtre est fondamental. De temps en temps, les comédiens me disent « Non, moi, j'ai pas du tout envie de faire du théâtre. » Je dis « Bon, mais c'est tant mieux pour vous. C'est si vous arrivez à faire un très bon doublage, c'est parfait. » Très bien. Mais je crois que le mieux, c'est quand même... Mais même ce métier, tout s'apprend. Tout s'apprend. Et il faut avoir une certaine humilité aussi quand même. Même si souvent les comédiens passent pour des gens qui ont des grandes gueules et se montent un peu le jabot, quoi. Ça me donne envie de vous poser une nouvelle question. Les comédiens extrêmement célèbres, on les reconnaît dans la rue.
Vous, Oui. j'imagine qu'on vous reconnaît d'abord à votre voix, sans vous faire offense. Comment vous le vivez? Comment ça se passe? Comment les gens réagissent quand ils reconnaissent votre voix? Oh, bah écoutez, c'est amusant. C'est tous les jours, hein, ça arrive tous les jours, Oui. vous entrez dans un magasin ou vous êtes à une terrasse de café, que sais-je, etc. Ou même dans la rue, vous discutez avec un groupe, et puis il y a des gens qui passent et puis qui s'arrêtent parce qu'ils disent, tiens, cette voix, bon. Bah, écoutez, bon, déjà, ça fait plaisir. Oui. Et puis, on va pas dire, ah oui, 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 vous m'avez reconnu, gna, 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 et faire des simagrées. Moi, très souvent, je dis oui, bon, bah d'accord, vous avez compris, vous m'avez trouvé, bah oui, je suis comédien. Puis c'est tout, j'arrête. Si les gens veulent parler, ils parlent. Mais on n'est pas là pour provoquer une réaction. Vous voyez ce que je veux Je dire? comprends tout à fait. Voilà, ça passe. Une petite anecdote. Un jour, je vais en studio en banlieue et dans le métro, je me casse un ongle bêtement. Bref. Avant d'arriver au studio, je vois une pharmacie. Je pénètre dans la pharmacie et je demande au maître des lieux, est-ce que vous auriez un coupon? Et il me dit, oui, non, mais des grands, j'en ai plus parce qu'on me les vole. Mais j'ai encore des petits coupons pour les bébés, pour les petits enfants. Et il me donne un petit crocodile en plastique avec 2 petits bouts de lame de rien du tout pour me réparer mon ongle. Et je le remercie, bien sûr. Et je lui dis combien je vous dois. Et il me dit, rien monsieur, vous avez tellement bercé mon enfance. Alors là, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ben, vous répondez répondez en remerciement, mais bon, et ça vous touche parce on est heureux. En fait, quand on est reconnu, on est heureux de savoir qu'on a apporté un peu de plaisir. Parce que c'est ça, quand des spectateurs arrivent au théâtre, ils ne vous connaissent pas forcément, ils payent une place assez chère quand même, vous ne pouvez pas les décevoir. Il faut aller vers eux, il faut les contenter leur curiosité, leur désir de pénétrer un monde beau dans la lumière, dans des situations tout à fait improbables. C'est de rendre les spectateurs heureux. Et quand ils vous le disent à la fin, on a passé une bonne soirée, et ben voilà, c'est bien. On n'a pas besoin d'en rajouter. Le compliment a été fait, puis voilà. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail, c'est tout. Très bien. Très bien. Ultime question, vous avez quels sont vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois? En ce moment, je joue dans un spectacle que j'ai monté. C'est une pièce japonaise, enfin tirée, j'en ai fait une pièce tirée d'une nouvelle japonaise. C'est l'enquête sur la mort d'un samouraï. Ça se passe à l'époque féodale et c'est une invitation au public à la fin du spectacle de leur demander de m'aider à trouver la solution à cette énigme policière. Voilà. Et là, j'étais à Grenoble, au campus de Grenoble avant-hier. La semaine prochaine, je joue à Paris au petit théâtre de la Boussole. J'y joue 2 fois par mois. Et de temps en temps, je vais en province. Je vais à Toulouse, je vais à Béziers. Voilà, des petites tournées. Donc ça, mais ça, c'est théâtre. Et je suis tout seul. C'est pas un one-man show, hein. Je joue 6 personnages tout à fait différents et c'est un grand plaisir. Et surtout le grand plaisir, c'est de dialoguer avec les spectateurs à la fin et de leur demander de m'aider à résoudre une énigme policière. Et là, on s'aperçoit que les gens ont bien capté, ont bien écouté et vous posent des questions qui sont parfois très déconcertantes parce que lucide est vrai, quoi. Et ça, c'est du bonheur. Et en parallèle, vous doublez toujours Ah ben Morgan Freeman, oui, bien sûr. Bon, là maintenant, il a 86 ans, je crois, bientôt. Il ne tourne plus beaucoup, il a des petites apparitions. Il fait encore des commentaires de documentaires. J'en ai fait dernièrement sur l'origine du monde. Et puis j'ai d'autres personnages dans d'autres séries. Et ce sont en général toujours des acteurs noirs que je double. C'est très, très étrange. Je sais qu'on me dit plus noir, je ne sais pas comment on doit les appeler, afro-américains, afro-indiens, je ne sais pas. Mais c'est peut-être du fait de ma voix grave et on imagine que tous les comédiens noirs, d'origine noire, africaine, ont des voix graves, ce qui est tout à fait faux d'ailleurs. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris autant de temps pour répondre à nos questions. Ça a été un plaisir de discuter avec vous.
Si vous passez Mais je par vous en- Clermont, n'hésitez pas. Ah ben d'accord, ok. Et puis je vous C'est enverrai entendu. effectivement un magazine également. Ah oui, bah d'accord, volontiers. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord, Merci on beaucoup, fait monsieur comme Allman. ça. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Passez une bonne journée. Au Au revoir. revoir. Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça.